Merci d'être tous là et de partager avec nous nos inquiétudes par rapport aux familles que nous hébergeons. L'objectif ce soir est à la fois d'informer et de réfléchir ensemble à d'éventuelles actions collectives dans le but que les personnes hébergées obtiennent des droits, notamment celui de travailler. Dans l'Ain, comme cela semble être le cas ailleurs, la machine à délivrer des OQTF fonctionne. La machine à renouveler les titres de séjour, elle, a du mal. Quant à la machine à délivrer les premiers titres de séjour suite à une demande de régularisation par le travail ou pour des raisons familiales ou humanitaires, elle est en panne. Si on regarde ce qui se passe sur le territoire, cela devrait donner des éléments pour délivrer des autorisations exceptionnelles au séjour. Temps de présence en France, liens familiaux, raisons humanitaires, fiches de paie. Comme le CESEDA, le Code d'entrée au séjour des étrangers et demandeurs d'asile, le prévoit. On a prévu un ordre du jour entre 4 points. Premier point, la présentation des différentes situations administratives des familles qui sont hébergées par Sans pour Emploi. Deuxième point, la régularisation par le travail, mythe ou réalité. Troisième point, l'exclusion des familles des droits communs. Quelles conséquences sur l'économie, la cohésion sociale, la vie des familles, celle des enfants et des jeunes. Quatrième point, quelle stratégie peut-on développer pour informer, interpeller et faire évoluer favorablement les situations? Et une conclusion. Alors, avant le démarrage de ces points, je reprendrai un peu la parole, et puis il va y avoir des messages audio qui sont des interviews des personnes et des familles que nous hébergeons. Je ne suis pas forcément à l'aise avec cette situation parce que mes copines au début, quand j'ai expliqué ma situation, et ben en fait elles ne pouvaient pas comprendre parce qu'elles n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Et qu'il y en a qui pensent par exemple que les sans-papiers, eh bien ils ne travaillent pas, ils profitent des aides. Alors, mes copines elles me diront jamais, mais au quotidien c'est compliqué parce que des fois je me compare à elles, ce qu'elles peuvent faire, elles peuvent conduire, elles peuvent voyager, elles peuvent vivre normalement. Enfin, les personnes dans ma situation, nous sommes quand même démunis de beaucoup de choses. Donc, moi, dans le sens où ils se sentent un peu privés. On n'a pas le droit à la bourse, nous les étrangers sans papier. Et plus tard pour nos études, ça pourrait être comme un bâton pour nos études, ça pourrait nous empêcher de continuer nos études, etc. Et c'est plein de petites choses comme ça, ou bien par exemple les Erasmus, là, je rêve un peu, mais les Erasmus par exemple, on ne peut pas. C'était une jeune fille, vous aurez compris, qui est étudiante et qui est hébergée dans un des appartements de Sans pour un toit. Donc, elle introduit le fait que informer, parler, quand on est dans une situation d'être sans papier, c'est quelque chose qui est très difficile de dire publiquement. Comme elle l'explique, on a le sentiment de ne pas être compris, et puis comme quoi, non, c'est pas possible, tu nous racontes des salades là. C'est un peu ça que les gens ressentent. Donc pour ce qu'il est de ma partie, c'est informer, donc c'est le premier pas, informer, et on tenait quand même à vous réunir pour vous indiquer un peu la situation dans laquelle les familles actuellement hébergées sont. Parce que s'informer, c'est pour faire connaître, s'informer pour aussi mieux interpeller et faire respecter les droits universels. Voilà, c'est notre programme d'aujourd'hui. À notre création, notre priorité était d'avoir un toit, sachant qu'in fine, les papiers arrivaient grosso modo après 5 ans de galère sur le territoire. Mais alors, cette situation n'a plus cours actuellement. Quelques chiffres depuis notre création. En 9 années d'existence, nous avons hébergé 33 familles, soit 72 adultes. Un foyer a été expulsé du territoire, 3 personnes. Un foyer a demandé l'aide au retour, ils étaient 6. 3 foyers ont trouvé une solution alternative, sans avoir pour autant un titre de séjour. Les personnes ont trouvé d'autres opportunités, et entre autres du travail. 11 foyers, dont 30 personnes, ont été régularisées depuis notre existence.
Actuellement, 20 personnes sont dans l'attente, parfois depuis plus de 10 ans. 3 foyers sont présents à 100 pour un toit depuis sa création, en n'ayant aucune perspective pour l'instant. Actuellement, les familles hébergées sont toutes sans titre de séjour et sous le coup d'une ou plusieurs OQTF, sauf une famille. Elles sont présentes sur le territoire français depuis plus de 5 ans, pour toutes. Pour certaines, depuis plus de 10 ans. Donc, il y a encore 3 ans, en arrière, toutes les familles avaient un dossier de demande de titre de séjour à la préfecture. Actuellement, ce n'est plus le cas. Seulement une des familles a un dossier en préfecture. Parce que de manière un peu paradoxale, nous, les militants des droits, on est amenés à conseiller aux familles de ne rien déposer. Parce qu'elles prendraient le risque d'avoir à nouveau une OQTF. Et plus on a une OQTF, ça devient un délit pour la préfecture. Donc c'est une raison pour ne pas régulariser. Alors si on en accumule plusieurs, on est dans la case délinquant assez rapidement. Alors on est pris dans cette espèce de piège. Voilà. Concernant les situations administratives, il y a aussi des choses un peu nouvelles. Parce que certains ont eu recours à de faux papiers pour travailler légalement. Mais les employeurs ont reçu des menaces. Il y a eu des convocations au tribunal correctionnel pour défaut de permis de conduire, enfin plutôt pour permis de conduire non validé. Parce que quand on n'a pas de papier, on ne peut pas faire valider son permis. Et c'est comme ça on se retrouve devant les tribunaux correctionnels. D'autres pour avoir utilisé des faux papiers, oui, pour pouvoir travailler légalement. Ce qui va être un obstacle supplémentaire à une demande de régularisation. Récemment, nous avons été au tribunal pour interpeller sur cette question-là, quand une des personnes hébergées était convoquée au tribunal pour défaut de permis de conduire. Certains des personnes hébergées travaillent avec des fiches de paye, mais se voient retirer l'AME parce qu'elle dépasse le plafond de l'AME et les cotisations qu'elle cotise, l'employeur déclare, il y a des cotisations à l'URSSAF qui sont payées et voilà, l'AME, elles n'ont plus de couverture sociale. Ça, c'est une deuxième situation sur laquelle on bute. Et puis la troisième, c'est, oui, actuellement, il y a 2 dossiers en attente de réponse à la préfecture. Un dossier d'une famille qui a demandé le regroupement familial parce que un des parents a été régularisé, l'autre a été expulsé de France et depuis 3 ans, la famille attend le regroupement familial. Et puis le deuxième dossier qui est en attente, qui est en souffrance, et on attend une réponse. Il s'agit d'une demande qui a été faite à la préfecture à titre humanitaire. Une famille qui ne peut pas être expulsée de France du fait qu'elle soit originaire du Caucase du Nord et que Amnesty International a demandé aux pays européens de ne pas expulser les ressortissants de ces provinces russes. On passe au deuxième point qui est la régularisation par le travail. Donc, comme vient de le dire un peu Bernadette, des travailleurs cotisent à l'URSSAF, ont des fiches de paye, ont des revenus qui dépassent 800 € par mois, donc du coup n'ont plus droit à l'AME, mais comme ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de droit ouvert à la sécurité sociale. Donc ils se retrouvent sans aucune couverture sociale. Certaines entreprises voudraient embaucher, mais les personnes n'ont pas de papier. Ils ont beau essayer avec la préfecture, ces employeurs, d'obtenir des papiers, ils n'y arrivent pas, et donc ils ne peuvent pas embaucher les personnes. Une économie parallèle qui se développe, de l'escroquerie, de la vente de faux titres. Là, Ghislaine vous en parlera tout à l'heure. Des employeurs peu scrupuleux et des marchands de sommeil aussi. Donc là, sur ce point, on va avoir une présentation succincte d'une réunion qu'on a demandée à la préfecture et qui a eu lieu en juillet
avec Carole et Jacqueline. Ensuite, on parlera de la situation des familles avec Ghislaine. Et après, on aura une discussion avec la participation de Jean-Louis Berguez autour du travail mythe aux réalités, et notamment sur les métiers en tension. Les questions. Jacqueline. Oui, donc au cours de cette réunion que nous avions sollicité à la préfecture, notamment pour avoir des éclaircissements sur comment seraient appelées les nouvelles directives. Non, faut pas faire comme ça, t'es pas à la baisse. Notamment pour connaître les conséquences de la circulaire Retailleau, les participants et participantes des services de la préfecture et de la DETS ont tous insisté sur la nécessité de faire les choses à l'endroit. Madame Guérin-Robinet, secrétaire générale de la préfecture, qui remplaçait la préfète retenue par ses autres obligations, précisant qu'une circulaire interne, c'est-à-dire non publiée car réservée aux services, note émise conjointement par le ministère du Travail et celui de l'Intérieur, demande de privilégier en tout premier lieu les étrangers présents en France de façon régulière. Donc voilà les conséquences claires des nouvelles directives. Alors, si vous avez une question. J'ai pas compris. J'ai pas compris la fin. Si tu peux l'expliquer. Alors, donc la directive reçue, et qui est une directive non publiée, dont tout un chacun n'a pas connaissance, notamment les étrangers qui sollicitent un titre de séjour, précise très clairement que les personnes dans les préfectures chargées d'instruire les demandes de séjour, de privilégier en tout premier lieu les étrangers présents en France de façon régulière. Exemple, je suis venue en France pour travailler, et bien depuis chez moi, je dois avoir une proposition d'emploi d'un employeur et j'arrive en étant en situation régulière. Donc situations qui sont à ce jour quasiment inconnues, et certaines personnes, on vient d'en parler tout à l'heure, ne peuvent pas rejoindre leur pays d'origine. C'est une situation inextricable, et les difficultés pour obtenir les titres de séjour s'expliquent aussi par une politique délibérée. Depuis la dématérialisation des procédures, les préfectures ont vu leurs effectifs fondre. Donc elles se trouvent confrontées à une situation où elles ne peuvent pas traiter les dossiers en temps et en heure. Et les personnes étrangères qui perdent leur titre de séjour se retrouvent dans une situation totalement irrégulière, peuvent perdre leur emploi. Voilà ce que ça veut dire. Merci. Si quelqu'un veut intervenir. Oui, sur Claude Guyard, Oyonnax. Je me permets d'intervenir simplement pour illustrer ce que tu viens de dire, à savoir que sans doute cette circulaire demande à ce que ce soit des personnes qui soient appelées de l'extérieur, des personnes non présentes sur le territoire français et qui seraient appelées de l'extérieur par un employeur qui pourrait obtenir des papiers. Pour illustrer ça, on a à Oyonnax un cas très concret d'une jeune femme avec ses enfants qui vient d'Afrique et qui a travaillé pendant qu'elle pouvait travailler, c'est-à-dire la période courte pendant laquelle elle a fait une demande de séjour, elle a pu travailler. Elle a travaillé à l'hôpital. Le directeur de l'hôpital a souhaité, si c'était possible, la former, l'embaucher, a fait une demande directement à la préfète. Et la préfète lui a répondu en substance, dans la lettre que nous l'avons lue dans mon dossier, dans la lettre qui a été répondue au directeur de l'hôpital
l'hôpital par la préfète, il a été conseillé, entre guillemets, qu'elle reparte dans son pays, que l'hôpital fasse une demande pour l'embaucher et qu'elle, donc, dans ce cas-là, elle pouvait revenir en France. Peut-être sur cette question de désautorisation de travail. Il y a deux types d'autorisation de travail en fonction de la situation de l'étranger. L'autorisation de travail que veut privilégier le ministère de l'Intérieur, c'est l'autorisation de travail pour étrangers présents au pays hors de France. Mais en même temps, il existe aussi dans les textes, et c'est à nous à faire appliquer les textes, une possibilité d'autorisation de travail pour étrangers présents en France. Alors, c'est beaucoup plus difficile, bien évidemment, s'il y a OQTF, s'il y a des problèmes de cette nature, ça ne va pas passer. Néanmoins, c'est une possibilité, il faut savoir qu'elle existe, et je crois qu'il ne faut pas hésiter. J'ai personnellement un cas d'autorisation de travail étranger présent en France qui a très bien marché. En 3 mois, le titre a été délivré. Il faut savoir que dans ce cas de figure, notamment pour toutes les autorisations de travail, ce qui compte, c'est le poids de l'employeur. Là, on avait affaire à une grosse entreprise de travaux publics, à un étranger qui était admirable, qui a eu une attestation du service du personnel, je dois dire, tout à fait remarquable. C'est sûr que ça a pesé de son poids, mais voilà, si vous voulez, il faut prendre les textes tels qu'ils sont, il faut prendre la situation telle qu'elle est, mais je crois que ce qu'on peut faire, et on ne peut faire que ça dans le cadre indépendamment du cadre politique, mais on peut faire que ça dans le cadre des demandes, utiliser au maximum les méandres des textes pour trouver le bon texte. Oui, mais quand vous voyez qu'un directeur d'hôpital est intervenu et il n'arrive pas à embaucher la femme, c'est quand même assez désespérant. Oui. C'est pas pareil qu'une entreprise qui gagne de l'argent et qui a l'hôpital, Tout à fait. Est-ce que c'était un métier considéré comme en tension par rapport au Non, texte? c'était pas à ma... faudrait que je revoie la liste, parce que je ne la connais pas par cœur, mais je ne crois pas que c'était des travaux publics. Il était conducteur d'engin, il avait été formé. C'était pas un métier en tension. Non, ça n'a pas été formé, en tout cas, la demande dans le cadre des métiers en tension. Ça a été formé dans le cadre de ce qui existe, autorisation, travail, étranger, présent en France. Est-ce que dans le cas que vous venez d'évoquer, cette autorisation de travail a été délivrée par la préfecture ou par le ministère de l'Intérieur? Parce que... Non, mais... mais c'est très... je suis désolé, mais on a des exemples, nous, à Oyonnax, d'une personne ayant reçu une autorisation de travail, non pas de la préfecture, mais du ministère de l'Intérieur, après avoir rempli, c'est pas elle-même, mais c'est son employeur, ou la personne qui a aidé son employeur, rempli un formulaire sur le site du ministère de l'Intérieur. La personne a reçu une autorisation de travail et n'a eu l'autorisation de rester sur le territoire français par la préfecture qu'environ, je ne sais plus, c'était environ entre 3 et 6 mois après. Donc, c'est des circuits qui sont différents. Donc, je serais intéressé de savoir dans votre cas. C'est une autorisation de travail préfectorale, mais préfectorale direction du travail, c'est la direction du travail qui délivre l'autorisation de travail en lien bien sûr avec la préfecture.
de réponse au bout de 2 mois, l'autorisation est accordée. C'est une dérogation par rapport à d'autres principes applicables à la préfecture, notamment au titre de séjour. Bon. On va pas, ça devient trop technique. Je vais revenir un petit peu en arrière pour parler justement du travail. Nous, ce qu'on observe dans les familles qu'on héberge. Donc, si je ne dis pas de bêtises, Jean-Louis et tous les autres, les personnes sans titre de séjour n'ont pas le droit de travailler. Point barre. Voilà, c'est ça. Vous le savez sans doute tous, mais c'est ça. Elles n'ont pas le droit de travailler. Voilà, c'est tout. Alors, après, il y en a, je veux dire, sur toutes les familles que l'on héberge en ce moment, toutes travaillent ou ont travaillé ou ont fait du bénévolat, qui est un travail non rémunéré, mais qui est un travail quand même. Donc, quand on entend que les familles viennent là, etc., tous les arguments qu'on nous oppose, voilà, les familles ne demandent qu'une chose, c'est travailler. D'abord, il faut bien manger et nourrir les enfants. Alors, Jean-Louis va nous parler peut-être un peu plus précisément tout à l'heure, là, de l'AES, de ce qu'il est possible de faire. Là, tu as donné un exemple, mais moi, je redonne la règle générale, c'est ça, c'est interdit. Alors, il y a des familles qui travaillent en étant déclarées, avec des fiches de paye, bien qu'elles soient sans papier. Ça, c'est possible. Il y en a qui travaillent avec les CESU. Ça, à condition que l'on soit des particuliers. J'ai une chèque emploi service universel. Il y en a qui travaillent au noir, bien que ce soit interdit, et que nous, en termes bien entendu, d'association, on n'est pas, on est opposé au travail non déclaré, mais enfin, les familles, elles n'ont pas bien le choix. Il y a d'autres familles qui travaillent avec un alias, par exemple le titre de séjour de quelqu'un d'autre. Ça se fait beaucoup dans les vignes. Tout le monde est au courant. Les propriétaires de viticoles, ils savent très bien. Voilà. Donc, en plus, ces familles qui travaillent avec un alias, sur ce qu'elles gagnent, elles reversent un pourcentage au prête-nom. Voilà. Donc, si je reviens à la loi, par exemple, pour avoir une autorisation exceptionnelle au séjour, il faut 12 fiches de paye sur 24 mois. C'est intéressant quand on n'a pas le droit de travailler quand même. Et puis, eh bien, il y a un certain nombre de familles qui ne travaillent pas. Globalement, les familles qu'on héberge, elles travaillent parfois, quand elles trouvent du travail, mais bien sûr, elles ne peuvent pas travailler tout le temps. Elles se retrouvent quand même en très grosses difficultés. Et ça, c'est un problème que l'on voulait partager avec vous ce soir et voir si on peut, je sais pas ce qu'on peut faire, on ne sait pas. C'est pour ça aussi qu'on a un peu initié cette réunion, parce que là, on n'est plus seulement des hébergeurs, on est des hébergeurs qui hébergent des gens pour, je sais pas, jusqu'à la fin de leur vie peut-être. On espère que non. Je vais demander à qui doit toucher le papier, parce que je ne comprends pas comment ils ont choisi à qui ils donnent pas. Les fiches de paie avec le, je ne sais pas, 10 ans ici, travailler, fait bien, j'avais jamais pas de bêtises, mais ça refusait. Mais... La dernière fois, elle nous a reproché qu'on n'ait pas un logement. Mais comment veux-tu qu'on ait un logement alors que nous n'avons pas le droit de travailler? Et pour être régularisé, il faut avoir 24 fiches de paye sur les 3 dernières années de présence en France. Et justement, pour les avoir, il faut travailler. Et pourquoi on demande un titre de séjour? Justement, c'est pour travailler. Donc comment on peut demander quelque chose alors que, pour cette chose, il faut qu'on l'ait. Franchement, c'est un cercle vicieux qui... En fait, je me sens à l'aise ici. Par contre, le truc qui m'empêche, c'est juste les papiers pour travailler. Pour moi, il n'y a pas de différence entre je suis en Algérie ou je suis ici. C'est pareil. Le truc qui m'empêche, c'est juste les papiers. Tu ne peux pas travailler. Et on a décidé de faire une avenir ici, mais on n'a pas eu de chance.
nous donne la chance, comme ça on montre qu'on peut faire des choses bien pour la France et pour nous-mêmes. J'ai noté que pour avoir une chance de régularisation, il faut être présent en France de façon régulière. Oui, mais ça veut dire avoir un travail régulier. Non. Alors c'est justement régulière, ça veut dire qu'il faut avoir les papiers. Ça veut dire quoi? Oui, non, mais j'ai pas bien compris non plus ce qu'a pu dire la secrétaire générale. Je crois qu'il y a peut-être un problème de propos rapportés. On ne peut pas. Elle excluait la possibilité de faire la demande d'autorisation de travail étranger présent en France. Enfin, elle l'écartait. Elle n'en parlait pas. Ministère de l'Intérieur, il y a beaucoup, quand on va sur son site, il y a beaucoup de dispositions également qui sont très bien faites, les sites. Service public, moi j'utilise beaucoup, mais il y a beaucoup de dispositions également aussi qui ne veulent pas connaître parce qu'ils ne les aiment pas. Bon. Et à mon avis, la secrétaire générale a simplement voulu expliquer qu'il faut être en situation régulière, c'est-à-dire dans son pays, comme pour le regroupement familial, ça se fait dans son pays, sauf tout à fait exception. On peut faire un regroupement familial sur place, mais le regroupement familial, la demande d'autorisation de travail, ça se fait depuis le pays. Alors effectivement, quand on connaît les personnes, leur situation, on sait bien que c'est impossible. Je me dis néanmoins que dans un certain nombre de situations, moi je pense à un certain nombre de jeunes que j'ai accompagnés vainement dans des recours administratifs contre des OQTF qui étaient tout à fait intégrés, qui étaient des employeurs. Il y avait un employeur, il était tellement content de lui, il l'envoie à Pôle emploi pour suivre une formation. Et là, qu'il est apparu qu'il travaillait avec un faux titre, et immédiatement, bien évidemment, licencié, OQTF et tout ça. Et je pense que ce jeune, j'ai essayé de lui dire, retourne au pays de une formation, peut-être qu'au pays tu peux faire des choses, ou en tout cas, on peut essayer l'autorisation de travail. Je pense dans un cas comme ça, peut-être. Bon, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas. Il demande l'aide au retour, 2500 €, il retourne au pays. Peut-être qu'on peut tenter l'autorisation. L'employeur était très content de lui. Moi, je suis juriste, je prends le droit tel qu'il est, parce que, enfin, depuis le début, souvent pas d'accord, mais on peut intervenir efficacement et protéger les gens. Je pense, moi, j'ai commencé mon métier de juriste, le droit, l'instrument de domination d'une classe sur l'autre. C'est un peu quand même, et je dirais même, ça a beaucoup évolué, notamment avec les dispositions européennes. Le droit est aussi un instrument de protection. Donc on peut se servir du droit, mais dans les limites du droit. Moi, je ne vais pas venir vous tenir un discours, je comprends tout ce que vous dites et je le vis et j'en souffre quand je reçois les personnes. Mais les personnes, moi je ne veux pas les mettre en danger. Moi, les personnes, j'essaye de les aider au mieux. Et quand je considère que ça va pas passer, et là je fais pas, je leur dis. Et quand je considère que ça va pas passer, si je les sens réticents, je leur donne des coordonnées d'avocats, je leur dis voilà le prix de la consultation, ça va être 70 ou ça va être 100 ou ça va être 120 selon l'avocat, je connais à peu près les tarifs. Ça vaut le coup de prendre l'avis d'un avocat. Tout. Mais on ne peut pas, en me plaçant dans un cadre strictement juridique, qui est le cadre qui permet d'aider les gens. Les avocats, ils sont aussi dans ce cadre-là. Le problème pour nous, c'est qu'on a de l'empathie, nécessairement, pour les personnes, parce qu'on les a en face de nous, parce qu'on les voit souvent, parce qu'on les accompagne. Mais il faut essayer de laisser de côté cette empathie.
on parle de retour au pays, mais pour certains, c'est pas possible. Il y a une mise en danger. Je sais bien, mais... moi, je voulais juste intervenir, puisqu'en fait, du coup, je fais partie de la CIMA à Bourg-en-Bresse, et pour rejoindre en fait ce que vous disiez, on reçoit de plus en plus de personnes qui ont un certain nombre de fiches de paye. Donc on pourrait se dire, wow, c'est l'axe, enfin on va pouvoir faire quelque chose. Et la plupart du temps, alors pas toujours, hein, mais la plupart du temps, ces personnes, au départ, elles ont une fausse carte dont elles se sont servies une fois, ou il y en a l'autre fois un qui me disait qui travaillait dans la fibre, qu'ils achètent des contrats. En fait, c'est des personnes du coup qui sont hyper débrouillardes, qui arrivent à donner satisfaction. Et en fait, ils sont confrontés, enfin nous-mêmes, on ne sait pas quoi leur conseiller, parce qu'effectivement, s'ils déposent un dossier, ils prennent le risque qu'à un moment, on se rende compte qu'il y a eu une fausse carte à un moment, et qu'ils soient poursuivis pour faux, usage de faux, etc. Après, ça rejoint la problématique que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, la personne qu'on a vue, c'est un Marocain qui bossait dans la fibre, il gagnait 2 000 € par mois, il cotisait, etc. Mais en fait, il n'avait pas droit à la sécurité sociale. Bon, il avait eu un petit accident du travail qu'il avait soigné comme ça, mais du coup, comment je fais et si je demande l'AME? Alors, avec le problème, s'il demande l'AME, de toute façon, il a des ressources au-dessus. Et puis, dernière problématique, il est obligé de se rendre à son travail en voiture. Il n'a pas pu faire valider son permis. Et donc, s'il se fait arrêter, il conduit sans permis. Et s'il a un accident... Et c'est vrai que c'est des situations qui sont vraiment récurrentes et que du coup, on ne sait pas tellement... Enfin, en tout cas, les personnes, ils sont vraiment coincés dans un système où effectivement, ils arrivent à travailler, à gagner de l'argent, mais en fait, on ne voit pas comment ça peut se passer au niveau de la régularisation. Ça fait plusieurs personnes qui nous disent que des personnes qui n'ont pas de papier n'ont plus droit à l'AME et pas le droit à la Sécu. Et là, est-ce qu'il y a une possibilité quelconque d'obtenir une protection? Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait? Quand on n'a plus droit à l'AME, on conserve le droit à la médecine d'urgence. C'est d'ailleurs le projet des Républicains, je crois, même pas besoin d'aller au Rassemblement national, encore que c'est copier-coller pratiquement, transformer l'AME en NAMUR, aide médicale d'urgence. Bon. L'autre possibilité qui existe pour ces personnes, eh bien, c'est de souscrire, mais ça doit être très onéreux, un contrat privé. J'ai recherché dernièrement, parce que j'avais une situation, j'ai été interrogé, AXA fait des contrats privés. D'ailleurs, un certain nombre d'étrangers qui viennent en situation régulière, par exemple, citoyen Union européenne qui vient en France ne travaille pas. Il a le droit de venir en France, il a le droit de travailler, mais il vient en France s'installer et il ne travaille pas. S'il veut rester plus de 3 mois, il doit justifier d'une assurance privée de sécurité sociale. Donc ces dispositifs sont faits pour ça. Ça doit être très cher pour quelqu'un qui gagne 900 € par mois, juste au-dessus du seuil. Sans compter, bien évidemment, qu'avec ces 900 €, il cotise, souvent, le plus souvent. Donc maintenant, on passe à la troisième partie, qui est l'exclusion des familles des droits communs. Je vais construire ma vie, je ne peux pas. Je vais construire ma vie, je ne peux pas. À chaque fois, quand je commence à faire quelque chose, les foyers, tout, assistant, il m'a dégagé. Vous devez quitter les foyers, vous devez quitter les foyers. Je ne peux pas construire ma vie. Je voudrais bien construire ma vie. C'est ça fait mal toutes les journées. À
cause de ça, je ne peux pas rester dans la maison. Pour moi, je me sens tout le temps triste, perdu. Tu peux rien faire. Tu peux ni travailler, ni bouger, ni vivre comme les gens, ni... Rien, tu peux faire rien. C'est ça ce qu'on vit tous les jours. Stress. Déjà, presque 7 ans, c'est quand je voudrais construire ma vie, ça ne marche pas. Et les enfants, ils ont grandi, ils ont voir moi comme ça. J'ai perdu mon respect à moi aussi. Je suis qui ici? Je vais payer mon impôt. À chaque fois quand quelqu'un demandait mon impôt, j'ai honte. Moi, je vais bien payer mon impôt, je vais bien payer mon loyer, je vais bien payer mon... Je ne vais pas demander quelqu'un. Je ne vais pas attendre quelqu'un qui m'a aidé. Je vais bien aider à quelqu'un. Pourquoi non? C'est ça ma vie, c'est ça mon caractère. Et pourquoi ils ne donnent pas les papiers pour nous, pour le vivre normal? Si je travaille, si je paye mon impôt, c'est mieux pour les France, non? Je me souviens avoir, je fais un petit aparté, entendu à la télévision un homme politique, je ne sais plus qui c'était, mais déverser un tissu de mensonges en disant, je ne sais pas, il devait y avoir une agression quelque part par quelqu'un qui avait une QTF, on le fait bien remarquer dans ces cas-là, et on va leur supprimer les allocations familiales. On ne va pas leur supprimer, ils ne les touchent pas. Donc voilà. Pas de prestations sociales, pas de RSA, pas d'allocation familiale, pas de CAF, rien du tout. Pas de bourse pour les étudiants. Par contre, les enfants en école maternelle, primaire et au collège, ils ont droit aux bourses. Et en particulier aux bourses au mérite. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qu'on observe ici sur Bourg, sur le département. On a souvent des élèves qui sont extrêmement motivés. Et ils comprennent, ils savent pourquoi ils sont là, ils comprennent vraiment l'enjeu. Un petit garçon de 12 ans, enfin de 11 ans, qui dit maintenant je suis grand, je suis en 6e, je suis grand, je ne veux pas faire d'ennuis. Voilà, ils sont pris dans des injonctions comme ça de réussir et de ne pas faire d'ennuis, quoi. Mais il y a souvent de très très bons résultats scolaires. Donc, les bourses, oui, ils sont souvent en tête de classe, oui, très souvent, garçons et filles. Mais dès qu'on est étudiant, il n'y a plus de bourse. Et puis, il y a bien la suppression de l'aide médicale d'État, dès que, ça a été évoqué plusieurs fois, dès qu'on est au-dessus de 800 €. Je vais juste dire que je connais un exemple où la bourse n'est pas donnée parce que l'enfant est demi-pensionnaire et ça sert à payer sa cantine. C'est-à-dire qu'elle est détournée pour payer sa cantine. Alors, là, on a été dans un collège, parce que ça se passait dans un collège pour une famille qu'on accompagne, et effectivement, l'enfant étant inscrit comme demi-pensionnaire, la bourse servait à payer une partie de la cantine. Et il manquait de l'argent qui était pris par le service social, je ne sais plus comment ils appellent, voilà, par le fonds collégien pour compléter. Mais si l'enfant ne mange pas à la cantine, la bourse est versée à la famille. Comment? Après, il faut, ça existe, à son territoire, il y en a qui l'ont déjà fait. Il suffit de donner un compte bancaire, l'argent, un RIB, l'argent est versé sur ce compte bancaire et après de restituer l'argent à la famille. Et il faut aussi dire qu'il y a quand même sur le département de l'Ain une prise en charge, par exemple, par rapport au bus. Un enfant qui est demi-pensionnaire, il a une carte de bus qui lui permet 2 voyages par jour. Un enfant qui est externe a une carte de bus qui lui permet de faire les 4 voyages par jour et qui est pris par ce fonds de solidarité. Et en études supérieures, il y a un problème aussi pour certains, l'impossibilité de faire un stage à l'étranger. Pour les CRP également, des formations qui existent, des stages à partir du moment où ils sont majeurs, eh bien, il y a un problème, même pour les mineurs aussi. Le truc est positif, c'est une chance en France d'avoir l'école laïque obligatoire.
Parce que tous les enfants qui arrivent, quelle que soit la situation administrative des parents, ils peuvent être inscrits à l'école. Donc ça, c'est vraiment une chance qu'il faut saisir. Sur ce dernier point, effectivement, les mineurs non accompagnés, dont je m'occupe, les mineurs en recours, qui effectivement sont scolarisés contre toute attente, parce que moi j'avais des échos de départements où ils ne pouvaient pas être scolarisés pour plein de raisons. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez bien compris qu'on est super inquiet en fait. C'est pour ça qu'on vous a fait venir. On est inquiet pour ce qu'on a exposé depuis le début de la réunion. C'est-à-dire que les familles qui sont à 100 pour un toit, ils sont là depuis très longtemps. Le meilleur espoir qu'on avait, c'était justement la durée. Et c'était justement le fait d'avoir une famille sur le territoire, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les gamins à l'école, etc. Cette affaire des dernières circulaires, parce qu'il faut bien discuter de ça quand même, ça réduit sur le papier à pas grand-chose la question de la vie privée et familiale. C'est quasiment exclu des circulaires Retailleau et Darmanin avant. Donc ça, c'est un point d'inquiétude extrêmement important pour nous, parce que parier sur la durée et sur le fait qu'on a une famille, voir des enfants qui sont là, qu'on ne fait pas de bêtises ici, qu'on bosse dans les CESU, qu'on fait du bénévolat, ça devient malheureusement pas un gage d'une régularisation. Alors bien sûr, la contrepartie qui nous occupe, c'est la question du travail. Mais enfin, on voit bien quand même que cette circulaire, elle est quasiment inapplicable pour la plupart des familles qu'on accompagne. Si on a une OQTF, c'est pas possible. On nous dit qu'il faut retourner dans le pays pour aller chercher un visa. Il faut 12 mois de travail sur les 24 derniers mois, sauf que personne n'a 12 mois de travail déclarés dans les 24 derniers mois. Donc je ne veux pas être pessimiste, mais la seule vraiment chose qui doit, pour moi, au-delà de ce qu'a dit Jean-Louis aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des situations où on se glisse dans des interstices, où il y a suffisamment de faisceaux positifs pour qu'un jour on ait une régularisation. Bon, ok. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut quand même arriver à construire plus de solidarité autour de nos familles, c'est-à-dire des réseaux beaucoup plus importants. Parce que malheureusement, il faut continuer, parce que comme le disait Ghislaine, autrement, les gens vont rester très très longtemps. Et il reste quand même une seule chose, pour moi, c'est la mobilisation autour d'eux. Ça, on l'a fait pour quelques familles ici, avec succès, avec des succès mitigés parfois. Mais on ne peut pas continuer à traiter du cas par cas à partir de situations kafkaïennes. Je ne crois pas. Il faut peut-être le faire, mais il ne faut pas faire que ça. Et il me semble que c'est en construisant ces solidarités qu'on fait un peu pression sur un pouvoir qui est de plus en plus d'extrême droite, pour aller vite. Et ça, c'est difficile. Cette circulaire Retailleau, elle vide de sens la notion même d'intégration. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que la question du travail dans les métiers en tension, en gros les nouveaux esclaves qu'on acceptera bien de garder en France. Et je pense qu'il faut quand même avoir ça en tête. Et quand je dis construire des solidarités, c'est-à-dire que les familles, c'est très important qu'elles se connaissent, c'est important qu'on construise des mobilisations autour d'elles, c'est important qu'il y ait des collectifs qui se construisent, et pas que 100 pour un toit. 100 pour un toit fait partie d'un collectif qui est beaucoup plus large, qui s'appelle le collectif Solidarité Migrants. Et puis, il faut faire un peu pression, quand on peut le faire, par des mobilisations, des manifestations, des choses comme ça. Le préfet, il garde un pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du préfet, c'est-à-dire qu'il peut quand même, avec beaucoup d'arguments développés et un petit rapport de force qu'on construit, régulariser 1, 2, 3 familles, suivant ce qu'on raconte et suivant la mobilisation qu'il y a. Je sais que c'est pas si simple que ça, parce qu'on est on est quand même, nous, plutôt dans l'aide matérielle, humanitaire, appelons ça comme on veut, de solidarité. Mais malheureusement, on n'a que 17-18 familles dans nos appartements. Je le dis, mais je pense que tout le monde le sait, il y a aussi des familles dans la même situation que les familles de 100 pour un toit, qui sont déboutées du droit d'asile, qui n'ont rien du tout non plus, qui sont dans 4 squats de la ville de Bourg-en-Bresse. Et puis voilà, et puis il y a plein de gens qu'on ne connaît pas, qui vivent chez des tiers et tout ça, qui sont dans la même situation. Donc ça devient tellement massif, cette affaire, que si on peut se rassembler, eh ben c'est encore mieux. Et puis parfois, être présent un peu plus dans les mobilisations, eh ben c'est très important aussi, parce que c'est ça qui, de mon point de vue, peut quand même faire changer les choses. Vous posez une question, peut-être que vous avez une meilleure réponse que moi, à propos de l'accès au travail, de l'accès au séjour.
il y a le niveau de langue qui devient apparemment de plus en plus important. Il y a vraiment que ceux qui ont un peu de langue, qui peuvent avoir un travail, même des choses simples avec tous les appareils français utilisés, etc. Donc moi j'ai constaté, peut-être que d'autres auront une attitude plus positive, qu'il y a un effondrement des budgets, des cours de français, etc. La FRAP, en fait, etc. Je suis allée, ils débauchent, Pôle emploi, France Travail n'a plus de budget, ne prescrit plus de formation en français, etc. J'ai même cru entendre que l'OFI ferait ça en dématérialisé, etc. Et ça, c'est une autre facette. On n'est pas dans l'hébergement direct, mais ça me semble être un des éléments complètement essentiels pour leur séjour, pour leur travail et pour leur dignité, parce que s'ils ne parlent pas le français, c'est le fond du panier. Mais à mon avis, il y a un vrai sujet là. Et là, peut-être que le bénévolat peut non pas tout remplir, parce qu'après, il y a des tests à passer, et les tests sont payants. Oui, bonsoir Valérie, je viens d'Oyonnax. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Luc Bailly. Moi, je suis assez convaincue que on est dans une phase terrible, mais qu'il faut essayer à notre petit niveau de redonner un visage et une existence humaine aux fameuses personnes sans papier. Moi, je me félicite du documentaire qui avait été fait par Gilles Allais il y a 2 ans. Et là, l'enregistrement de Bernadette, c'est pour montrer, parce que nous, ici, on voit de quelles personnes on parle, mais toutes les personnes qui sont autour de nous n'ont toujours pas compris c'est qui les sans-papiers. Je prends l'exemple de ma mère, je ne lui dis même pas que je suis venue ici depuis Oyonnax, parce qu'elle ne comprend pas que j'aille m'occuper de ces sans-papiers. Et les gens autour de nous. Et en fait, il faut leur montrer, mais c'est qui ces sans-papiers? C'est des gens comme toi et moi. Et c'est ce travail-là qui, je pense, est important à faire. Sur Oyonnax à 100 pour un toit, on réfléchissait à faire un événement pour aussi en plus avoir des sous, mais on tourne en rond, mais en tout cas essayer de mettre en valeur la culture des familles qu'on accompagne. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas de quelle manière, donc si vous avez des idées, mais moi je pense vraiment qu'il faut utiliser la mobilisation pour... je n'arrive pas à trouver mes mots. Quand tu te dis qu'il faut construire des solidarités autour de nous, donc aller chercher des gens qui sont entre guillemets plus loin de nous, pour réussir à leur parler et qui se mobilisent. Mais c'est le constat que je fais que c'est l'urgence, mais je ne sais pas encore comment en fait. Mais je partage tout à fait ce qui a été dit juste avant. Oui, je voulais juste poser la question par rapport aux syndicats justement, parce que est-ce que ces travailleurs qui sont là, qui travaillent, qui sont dans les entreprises, est-ce qu'on ne leur a pas proposé aussi d'incorporer aussi un syndicat? Parce que les syndicats, c'est quand même aussi des travailleurs qui sont capables de s'organiser. Et il y a beaucoup de syndicats aussi qui sont très impliqués et très engagés par rapport justement à la régularisation de ces travailleurs. Parce que moi, ce qui m'a quand même posé vraiment la question, c'est une personne qui gagne 2 000 € par mois, son employeur, il doit quand même se dire qu'est-ce qui fait que moi je suis capable de lui payer 2 000 € par mois, quoi. Et donc aussi cet employeur-là, il pourrait aussi se dire je vais quand même avoir un intérêt de défendre cette personne-là aussi. Mais je pense aussi que les syndicats de travailleurs qui sont organisés, qui sont aussi dans la lutte, on peut peut-être proposer aussi à ces travailleurs de rejoindre les syndicats. C'est super, je suis bien d'accord avec ce que vous dites. Si vous connaissez des syndicats et des personnes dans les syndicats qu'on peut recommander, c'est bien. Parce que des fois, on dit aux jeunes d'aller voir moi
je leur avais dit d'aller voir à la CGT, il n'y avait personne qui pouvait connaître le dossier et savoir ce qu'on pouvait faire. Donc si vous connaissez des gens qui sont d'accord pour travailler avec toutes ces personnes, et ben, c'est super. Il faut donner les contacts. Effectivement, on a affaire à des travailleurs, invisibles et absolument sans droit. C'est une question qu'au niveau du collectif Solidarité des migrants, il y a un an, on se l'est posée et on a invité à travailler avec la CGT. Depuis un an, ça a guère bougé. La CGT se dit incompétente. Et je crois que là où on bute, c'est l'isolement de ces travailleurs sans papier. Ils vivent dans un très grand isolement parce que, sachant illégal, ils ne peuvent pas avancer, ils avancent masqués. Et ils ont très très peur de parler de leur situation, ne serait-ce que d'en parler. Donc il faut déjà, je crois que les liens, c'est pour ça qu'on a créé cette réunion, c'est notre capacité à créer, à inventer des lieux, des moments où les personnes sortent de leur isolement et osent dire. Alors je ne passerai pas la petite bulle où la jeune fille dit « mais moi j'ai pas honte », mais sortir de la honte et avoir à pouvoir créer des liens et parler très ouvertement de sa situation et de dire « je suis sans papier, j'ai pas honte ». Voilà. Ça c'est le premier, et c'est un grand travail, et voilà, on a besoin de monde, on a besoin de faire du lien avec avec ces familles, et pas forcément du lien d'intime, hein, pas dans l'intime, mais dans du collectif. Voilà. Mais je travaille avec les syndicats, alors, si vous avez des solutions, ça serait super. Simplement, une précision sur le problème de la maîtrise du français, qui risque d'être très importante parce qu'on n'a pas encore pris conscience de tous les effets de la loi Darmanin de janvier 2024. Au cours de cet été sont sortis les arrêtés ou les décrets qui ont rehaussé les niveaux de français. B2 pour la naturalisation, B1 pour la carte de résidence, A2 pour la carte pluriannuelle. Le problème, c'est que ça va se combiner. Alors B2, ça correspond au niveau qui est exigé des étudiants étrangers pour pouvoir suivre les cours en France. C'est un certain niveau de français. Bon, après, ça se décline. Ça va se combiner avec la disposition qui n'est pas encore entrée vraiment en application parce qu'il lui faut le temps, selon laquelle, qui est en vigueur, une carte de séjour temporaire, c'est-à-dire la carte de base d'un an, ne peut être renouvelée que 3 fois. Au bout de 3 fois, où la personne a le niveau de français qui lui permet de passer en carte pluriannuelle, ou alors, eh bien, elle n'a plus de titre de séjour. Il y a eu une étude d'impact qui a été effectuée, je crois, à la demande du Conseil d'État sur cette disposition de la loi. Et le résultat, c'est que 20 000 titres de séjour devaient disparaître comme ça parce qu'il n'y a pas le niveau de français, parce qu'on est à 4 ans de carte de 1 an. Je ne comprends pas comment fait une personne pour apprendre le français si elle n'a pas le droit de travailler, si elle reste dans la famille qu'on héberge, la dame elle reste toute seule, toute la journée à parler anglais. Et forcément, comme elle n'a pas le droit de travailler, elle ne pourra jamais apprendre le français. Moi, je voulais dire quand même, aussi, j'aime bien dire ce qui dérange, qu'on a quand même l'expérience à Bourg des Albanais, des Kosovars qui sont présents, pour un certain nombre avec des titres de séjour, simplement au titre
pas normal. Et c'est pas normal. Moi, je voulais juste dire que c'est aussi, et c'est une question qu'on se posait, c'est aussi un travail et une, si je peux dire, mission des bénévoles. Nous, on a les familles qu'on héberge et qu'on accompagne. Il y a un énorme travail d'accompagnement sur l'apprentissage du français et qui fonctionne. Là, pour exemple, une dame qui a eu un permis de séjour, qui a passé son A2 haut la main et qui a été accompagnée que par des bénévoles pour pouvoir réussir. Donc, on peut être fier de ça, quoi. Il y en a, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose à bien faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils apprennent le français. C'est absolument incontournable. Mais est-ce qu'on a envie d'apprendre la langue d'un pays qui n'a pas envie de nous voir? Oui, mais alors, Maurice, je suis d'accord avec toi, mais une fois que tu as dit ça, ça marche quoi? Le quatrième point, c'est celui dont on vient de parler tous ensemble, qui était informer, interpeller. Comment, alors il y a comment eux ils communiquent et ils disent ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont besoin de dire par rapport au travail, mais il y a comment nous on transmet d'une manière publique, d'une manière ouverte et intelligente, ce que tu disais tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure, pardon. Comment on les fait connaître, comment on parle, comment on informe, comment on arrive à être présent sur la place publique, sans être forcément en opposition, mais elle sera un moment, parce qu'on rentre dans quelque chose de politique. Mais comment on arrive à le faire? Et comment on agit? Ce qui pose aussi une question, donc on a marqué, mais on n'en a pas parlé en réunion de collège, c'est est-ce que toutes ces questions sont légitimes pour 100 pour un toit? Ou est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse? Parce que nos statuts de départ, c'est de l'hébergement. Et oui, non, mais là, c'est indispensable, on est bien d'accord. Mais on passe à un peu, peut-être à un autre niveau, là. À voir. En tout cas, il faut qu'on en soit conscient. Peut-être ça sera à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale. Et là, je n'engage que Michel Baldo, on n'en a pas parlé en réunion de collège encore. Il y a une question aussi une réflexion. On a mis en place, vous le savez, un appartement pour des jeunes. Les jeunes qui étaient arrivés mineurs isolés, qui avaient des contrats d'apprentissage, qui étaient hébergés par la sauvegarde de l'enfance ou Alpha 3A et qui, à leurs 18 ans, étaient mis dehors. Mais leur contrat, ils n'avaient pas encore passé leur CAP. Et on a créé un appartement avec 4 jeunes qui étaient dedans pour qu'au moins ils puissent finir jusqu'au CAP parce que la majorité des patrons étaient prêts à les embaucher. Ça fonctionne beaucoup moins. Je ne sais pas s'ils ont moins d'entrées à la préfecture, en tout cas, ça fonctionne beaucoup moins. Et ça reste une vraie question pour nous parce que dans l'appartement, les 4 jeunes, qui ont eu leur CAP, ils ont un petit peu de travail au noir, un petit peu pas de travail, etc. Et on ne sait pas du tout comment ça va pouvoir évoluer. Est-ce que l'État français a le droit de renvoyer au pays? Est-ce qu'il n'y a pas une liste de pays dans lesquels les gens seraient tellement en danger que s'ils ont plus de carte de séjour, on n'a pas non plus la possibilité de les renvoyer, et donc on retrouve le statut de ni régularisable ni expulsable. L'Afghanistan, enfin, peut-être, là, au niveau juridique, pour repartir sur des contacts avec l'OCRA, la CNDA. En principe, beaucoup trop, à mon avis, on fait des demandes d'asile. On le sait entre nous. Il y a quand même un certain nombre de demandes d'asile qui ne relèvent pas du droit de l'asile, mais les personnes viennent pour d'autres raisons, tout à fait légitimes, mais ça ne rentre pas dans le cadre de l'asile. Ces personnes qui ont été déboutées au titre de l'asile, l'administration, lorsqu'elle prend une OQTF, dit, eh bien, il n'y a pas de danger au retour dans le pays,
administrative doit réexaminer la situation, les risques, sans être tenue par l'appréciation qui avait été portée par la juridiction de l'asile. Pour l'instant, en France, il n'y a pas trop de problèmes. On ne renvoie pas véritablement les Afghans, on ne renvoie pas les Syriens. Là encore, je ne veux pas dire que j'ai l'impression que tout va bien, mais quand on compare par rapport à d'autres pays, pour l'instant, ça va un peu mieux. Combien de temps ça va durer? Moi, je suis comme Luc, hein, je suis très, très inquiet sur l'évolution future. Puisque vous parlez des personnes qu'on ne peut pas renvoyer dans leur pays, il y a l'exemple de l'Algérie. Oui, des gens qui sont ici, il y en a, qui sont d'origine algérienne. Mais ces personnes, enfin, en principe, en droit des étrangers, il y a beaucoup de principes et puis il y a l'application pratique par les différentes préfectures. Mais ces étrangers qu'on ne peut pas expulser, néanmoins, à qui on ne reconnaît pas véritablement un droit de séjour, pour beaucoup, ils bénéficient du régime de l'autorisation provisoire de séjour de 6 mois avec autorisation de travail renouvelable tous les 6 mois, un statut très défavorable. Moi, je vois un certain nombre qui ont ce régime-là et qui ont des difficultés pour trouver du travail, parce qu'un employeur va dire je ne veux pas m'engager avec eux alors que dans 6 mois peut-être ça va tomber. Oui, je voulais juste revenir un petit peu sur ce que vient de dire Jean-Louis Vergès. Parce que quand on dit, on sait qu'entre nous, il y a des gens qui arrivent, qui ne sont pas demandeurs d'asile et qui viennent pour d'autres raisons. Je crois que quand on est dans la situation où on est, si on accepte ce discours, ça veut dire, même si on dit entre nous, on sait bien qu'ils viennent pour autre chose que pour le droit d'asile. Je pense que quand on est un petit peu dans le cadre de la solidarité avec les gens qui arrivent, qu'on revendique le droit de circuler de partout, on ne peut pas admettre cette position. La meilleure preuve, c'est que à la préfecture, la secrétaire générale, elle a bien dit, ce qui nous intéresse, c'est de traiter exclusivement les gens qui ne sont pas encore sur le territoire français, parce que l'objectif actuel, et je ne parle pas des années à venir, mais l'objectif actuel, c'est immigration zéro. Donc les seuls cas qu'on peut accepter, c'est les métiers en tension, ou bien ceux qui viennent de l'extérieur et dont on examine l'arrivée. Ceux qui sont déjà sur le territoire français, qui ne sont pas encore régularisés, ça va former des sans-papiers qui vont se multiplier, puis un jour on va dire on va être obligé de les régulariser. Bon, mais ça c'est encore autre chose. Mais je veux dire, sur le fond, même entre nous, je pense qu'on n'a pas le droit de dire qu'il y a des gens dont on sait qui viennent pour d'autres raisons, pour des raisons économiques, mais qui ne viennent pas pour demander le droit d'asile. Ça, je pense que on n'a pas le droit de dire ça. Moi, on a toujours le droit de dire oui, ce qu'on veut, y compris quand c'est erroné. C'est ça le débat. Et puis on a toujours le droit de dire ce qui nous apparaît comme étant la réalité. Si vous voulez, moi, ce que je vois, je ne traite quasiment, je fais pratiquement plus d'asile à l'ASDA, je ne traite que des demandes de titre de
balayé par l'OFPRA. 2 mois après, ordonnance de la CNDA, balayée. 1 mois après, OQTF. Ah, première OQTF, pas exécutée. 2 ans après, demande de régularisation, vie privée et familiale, lien avec la France. Non, trop tôt. Il y a déjà en plus une OQTF. Donc, rejet de la demande de titre de séjour, 2e OQTF. Et là, on a la situation qui fait qu'on ne peut plus régulariser. On ne peut plus régulariser. La régularisation, ça sera un élément nouveau. Ça sera le mariage avec un Français, une Française. Ça sera la naissance d'un enfant français. Ça sera également peut-être la naissance d'un enfant réfugié. Parce que la maman est réfugiée, l'enfant est réfugié. Donc le papa qui a reconnu l'enfant avant la naissance, lui, miraculeusement, il va obtenir la carte de résident. C'est ça. Mais combien je vois dans des situations qui sont inexplicables. 2 OQTF maintenant. Je ne veux pas défendre la préfecture. Enfin, la préfecture, c'est des fonctionnaires qui ont été formés avec l'esprit que la loi, ça existe. L'OQTF, c'est la loi, et l'OQTF, on doit retourner dans son pays. Bon, ben, il n'est pas retourné dans son pays, une première fois, puis une 2e fois, et puis au bout de 10 ans, il revient. J'ai eu le cas à Marseille, il était dans un grand restaurant, il travaillait, il avait attestation, plus de 10 ans de présence en France, mais 3 OQTF non exécutés. En plus, c'était un Algérien. Les juridictions n'aiment pas beaucoup les Algériens. Non, ça n'a pas passé la régularisation. Et pas devant le tribunal. Alors que si on joue mieux, si on n'envoie pas à la demande d'asile, mais c'est pas la faute des bénévoles, c'est souvent la faute d'Alpha, 3A, la SPADA. Une personne se présente, pouvait faire une demande d'asile, mais bien sûr, on sait faire quelque chose. Voilà. C'est purement bureaucratique. Vous avez été débouté par l'OFPRA, on fait la demande d'aide juridictionnelle pour le recours devant la CNDA sans penser à la conséquence qu'il peut y avoir ensuite. J'ai, métier en tension, on devait en parler. J'ai un cas, j'ai eu connaissance, traité, été sollicité sur finalement une trentaine de situations. Ça m'a permis de découvrir finalement l'ampleur du travail clandestin qui peut y avoir, que je ne soupçonnais pas, avec, ça a été parfaitement décrit, les différentes manières de travailler, les alias, la fausse carte Union européenne, italienne, belge, espagnole, enfin j'ai tout vu. Sur ces 30 cas, il y en a 12 qui étaient pas loin, pour lesquels j'ai proposé un nouveau rendez-vous et on a réexaminé avec toutes les pièces, avec toutes les conditions. Sur les 12, il en reste 2 pour lesquels il y en a une qui est déjà déposée. J'ai quand même sollicité un avocat. Et puis il y en a une autre qui va être déposée où j'hésite encore. Est-ce que je lui fais payer 800 € le prix de l'avocat ou est-ce qu'on y va directement? Mais sur la toute première, c'est un Tunisien. Il remplit toutes les conditions sauf une. 5 ans de présence en France et il vit avec papa, maman tunisien, papa est franco-tunisien, j'ai pas compris pourquoi lui, il n'est pas, mais enfin bon, peu importe. Mais il n'a pas fait de demande d'asile. Et je lui ai dit, vous avez été contrôlé par jamais. Donc il n'y a pas d'OQTF. Et là, ça va bien passer. Il n'y a que le problème de la maîtrise du français. Ma foi, on verra. Je pense que si ça ne passe pas au niveau de la préfecture, ça passera au tribunal administratif. Je les crois. Mais s'il avait fait une demande d'asile, alors qu'il n'avait pas de motif, eh bien, il aurait eu une première OQTF. Il y a des idées reçues, je pense, et puis des choses assez hypocrites. Moi, je vais le dire rapidement.
Immigration zéro, c'est une vaste blague. On peut bien mettre ça dans un programme. On se fait réélire éventuellement. Mais c'est une vaste blague. Les hommes ont toujours migré et continueront à migrer. Donc première idée, l'immigration zéro, 57, il ne tient pas. La deuxième chose, c'est sur la réalité des expulsions. On a beau avoir un discours de plus en plus dur aujourd'hui, de multiples OQTF, obligations de quitter le territoire. Vous n'avez pas compris, vous êtes obligés. Elles ne sont pas exécutées. Elles ne le seront pas, en tout cas tant qu'il n'y a pas le Rassemblement national au pouvoir, mais enfin, comme disait Jean-Louis, on a pratiquement les mêmes quand même. Donc ça veut dire qu'on n'expulse pas tant que ça non plus, parce qu'il y a quand même encore des retours, des choses humanitaires, en tout cas des situations qui fait qu'il y a très peu d'OQTF qui sont exécutés. Par contre, par rapport à ce que disait Maurice tout à l'heure, pourquoi faire œuvre l'intégration d'un pays qui ne le veut pas? Il faut dénoncer une autre idée reçue. Les gens qui sont ici, à 95%, ils vont y rester. Donc on peut discuter tant qu'on veut des aides au retour, on peut discuter tant qu'on veut les gens qui sont là, c'est pour ça qu'on les accompagne, quelle que soit leur situation. C'est que de toute façon, ils sont là. Donc il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable, quelles que soient les situations. De toute façon, les gens sont là, et pour l'immense majorité d'entre eux, vont y rester. Font des enfants, travaillent, font des choses. Alors, je pense que par contre, ce qu'a développé Bernadette tout à l'heure, il ne faut pas rester isolé. Il faut effectivement, à partir du moment où on a plutôt envie de rester en France, et quand même c'est l'immense majorité, eh bien on s'aperçoit, et ça c'est l'information qu'il faut qu'on donne, que les critères un petit peu d'intégration, ils deviennent un peu plus compliqués. Voilà, tout simplement. Apprentissage du français. Si on ne peut pas travailler dans les métiers en tension avec tout ce qu'on a dit sur les restrictions de la circulaire qui en fait ne s'appliquent pas aux familles qu'on a, eh bien il reste les chèques emploi-service. Il faut se retrouver de temps en temps, il faut aller faire dans un club de sport, il faut aller... quand je dis il faut, ça fait partie des choses qui permettent de sortir de l'invisibilité et de l'isolement. Et malheureusement, on n'a que ça sous la main. Mais je pense que, je reviens à mon propos du départ, il y a des idées reçues qu'il faut absolument combattre. Il y aura toujours des arrivées pour demander l'asile ou pour fuir un pays où les conditions de vie sont tellement déplorables qu'on s'en va. Les mineurs isolés, c'est ça. Ils ne demandent pas l'asile, les mineurs isolés qui arrivent. Ils se battent pour une vie meilleure, tout simplement. Donc ça, c'est très important de ne pas avoir en tête que des aspects techniques sur la régularisation, mais quand même que les gens sont là pour des années, et que, quand je parlais de construire des solidarités tout à l'heure, il ne faut pas qu'ils restent chacun dans leurs appartements, et si possible, on se retrouve, on construise des mobilisations pour ceux qui ont envie d'y participer, et puis c'est peut-être par ces biais-là aussi, par ce rapport de force, moi j'ose employer le mot, qu'on arrivera à faire en sorte que les politiques évoluent, si ce n'est changent fondamentalement, et qu'un certain nombre de situations, le préfet se dise, bon, il faut peut-être mieux quand même que je fasse au moins une fois, deux fois, trois fois des régularisations. C'est pas que des aspects techniques, c'est ce que j'essaye de dire, c'est aussi un positionnement politique. Marx aurait dit, c'est l'économie. C'est l'économie qui prime, c'est l'économie qui va diriger tout ça. Prenons l'exemple de l'Espagne. L'Espagne est le pays européen dans lequel il vient d'y avoir une étude Fondation Jean Jaurès, 130 pages, je trouve ça librement sur Internet, sur la situation de l'Espagne, de l'immigration. Ils n'ont pas d'hostilité, comme dans les autres pays européens, à l'immigration, alors que comme nous, ils sont quand même très directement près du Maghreb et de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin. Et puis, l'économie qui commande, c'est aussi en Italie. Mélanie a eu un discours totalement anti-immigrant, mais elle a régularisé quand même 500 000 travailleurs, enfin sans papier. C'est considérable. Je pense, moi, je ne crois pas tellement que c'est... je ne dis pas. Je crois que chez nous, ça changera par l'économie, parce que de toute façon, on a besoin d'eux. Mais c'est vrai que le patronat, enfin, on voit ce qu'il est actuellement. Pour revenir au quatrième point, c'est-à-dire que pouvons-nous faire collectivement
parce qu'effectivement il y a la voie juridique, mais on sait que la fenêtre est très 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 étroite et qu'il faut travailler l'opinion et il faut travailler les solidarités et dans la perspective, voilà, déjà la première hypothèse, c'est rendre visible les personnes sans titre de séjour, les rendre visibles en tant que travailleurs nécessaires pour l'économie, parce que toute une économie, je pense que les gens de Yona en connaissent quelque chose, il y a tout un pan de l'économie qui tourne avec ces personnes sans papier. Donc la question du travailleur, on voudrait que les syndicats, alors si vous êtes syndiqué, travaillez auprès de vos syndicats pour que la voix des sans-papiers ait sa place. Concernant faire connaître, on a des outils, tu rappelais qu'il y a le film de Gilani, là, son film, c'est un outil de sensibilisation où des femmes prennent la parole et se racontent. Donc si vous avez des lieux pour passer ces films, il y en aura un autre en préparation en vue de notre anniversaire. Est-ce qu'on l'appelle anniversaire? Je ne sais pas si c'est un bon terme pour un centre pour un toit, mais en fait, nos 10 ans d'existence, on a le projet de faire un film et de donner la parole aux donateurs comme aux personnes hébergées. Les personnes hébergées, enfin voilà, on a joué à un jeu, d'être interviewé. La première question qui est, bon, mais pourquoi tu fais ça? Voilà, ça c'est quelque chose, et donc on a envie de la poser aux donateurs, c'est-à-dire pourquoi vous êtes donateur. Voilà. Si vous voulez participer à ce travail, eh bien, il faut laisser votre nom, parce qu'avec Ginani, on ira vous trouver. Voilà, pour vous interviewer, pour pouvoir bâtir ce film avec les hébergés. Voilà tout ce qu'on a imaginé. Après, au niveau des mobilisations, c'est sûr qu'on a des situations, hein, il y a un dossier qui est en souffrance actuellement, personne qui fait partie de ces gens que la France n'expulsera pas, mais elle ne la régularisera pas non plus. Donc je pense qu'elle la régularisera peut-être si on est capable de pointer du doigt cette situation kafkaïenne dans laquelle elle est. Voilà. C'est notre capacité à mettre en lumière ces situations qui sont, oui, kafkaïennes. On n'a pas tourner dans tous les sens. Et pourquoi laisser souffrir les gens qui, in fine, de toute manière, resteront, et in fine, ça se terminera par une régularisation. Voilà. Pourquoi laisser grandir les enfants? La dernière bulle, c'était la question des enfants. Laisser grandir des enfants dans un stress permanent, même si les familles, vraiment, elles déploient beaucoup d'énergie, vous mettent beaucoup de légèreté dans leur vie. Grandir dans ces conditions, même si ça fait des performances scolaires, psychiquement, ça fait aussi des drôles de choses. Alors, on les voit, ces jeunes adultes qui dépriment parce que, voilà, une fois que l'école est finie, voilà, toute la jeunesse, et c'est encore plus dur, je crois, pour les jeunes à avoir des relations sociales. Alors, pour conclure, on va faire une synthèse de ce qui a été dit. Il est aussi fort possible qu'on vous propose à tous les adhérents de travailler dans des commissions sur effectivement comment informer le public sérieusement et faire savoir, parce que sur ce que vous disiez tout à l'heure, toutes les familles qu'on héberge, tous les gens veulent travailler. S'ils pouvaient travailler d'une manière légitime, ils cotiseraient sur ça, ils rapporteraient des richesses à la France. Donc on est quelque part dans l'économie, quand même. Et puis, autre chose, donc effectivement, il y a, elle vous l'a dit Bernadette, l'histoire du film pour marquer les 10 ans de l'association, donc moi je ne dirais pas fêter, hein, mais aussi la volonté qu'on ait à 840 donateurs. Si l'année prochaine on pouvait arriver à 1000, ce serait formidable, parce que même si on peut espérer, comme dans d'autres associations à un certain moment, disparaître,
crois qu'avec ce qui se passe en France, on n'est pas prêt de disparaître tout de suite. Donc voilà. Je ne redirai pas qu'on est très inquiet, on ne veut pas rester silencieux. Donc on veut informer, on veut communiquer, mais il faut que vous nous aidiez, que vous travaillez avec nous pour qu'on le fasse vraiment sérieusement, quoi. Alors j'ai bien compris que c'était une réunion sans pour en toi, 01, mais j'aurais voulu que vous explicitiez comment vous travaillez, comment vous fonctionnez entre Sans pour un toit, le collectif Solidarité Migrants, l'ASDA, parce que c'est ce qui est compliqué encore sur Yona pour essayer d'avoir cette approche où on essaye de se réunir au maximum pour faire au mieux. Pour dire deux, trois petites choses, d'abord on vit une période qui est quand même assez aberrante en matière de migration, puisque on parlait d'économie tout à l'heure, mais on se rend compte qu'il y a des gens qui veulent travailler, il y a aussi des employeurs qui voudraient employer. Et ça ne marche pas. Ils n'ont pas le droit. Donc ça se fait dans l'illégalité. Et donc ça génère des OQTF, ça génère des problèmes qui empêchent d'avoir ensuite des papiers. On a des circulaires qui relèvent le niveau de français. Dans le même temps, on supprime les aides financières et les soutiens aux associations qui délivrent ces cours français. On est dans une période où on a ce type d'aberration. Comment est-ce qu'on peut en sortir? Comment on peut informer sur ces aberrations? Pour dire qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme disait Luc, immigration zéro, tel que le souhaite le Rassemblement national, on ne l'aura jamais. Ils le savent pourtant, mais ils le demandent et ils vont peut-être l'imposer un jour. J'espère que non, mais on ne sait jamais. Les relations avec les autres associations, Valérie, tu parlais de l'ASDA, tu parlais du CSM, on a notamment sur Bourg, mais je dirais sur le département, une quinzaine d'associations qui travaillent sur le soutien et l'aide aux migrants. Je ne vais pas commencer à en citer parce que je vais en oublier. C'est toutes des associations qui travaillent en complémentarité en fait. On se marche pas sur les pieds, mais on travaille avec toutes ces associations d'une très bonne manière. Quand on a besoin de quelque chose et qu'on peut faire appel à une des associations qui est en complémentarité, on est toujours très bien reçu. En tout cas pour Sans pour un toit, mais je crois que c'est pour toutes les associations pareilles. Et ça fait du bien, parce qu'on sent que sur le territoire du département, ou en tout cas de Bourg-en-Bresse, il y a de la solidarité, il y a de l'humanisme qui fonctionne. Je crois que ça c'est important. Et puis je voulais dire un dernier petit mot sur nos 10 ans, qu'on va fêter, l'anniversaire, qu'on va marquer, comme on veut, mais c'est vrai que si on n'existait plus, ce serait aussi bien, ça voudrait dire qu'on n'a plus besoin de nous. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc effectivement, on prévoit quelques petits événements pour marquer ces 10 ans. Bernadette a parlé d'un film où on va essayer de faire parler notamment des hébergés, mais aussi des adhérents et donateurs. Je pense que vous avez toutes des choses à dire, donc ce sera intéressant de vous entendre à cette occasion. On a besoin d'une heure d'interview, 2-3 minutes, c'est bien. Ça peut être sous forme d'interview, sous forme de déclaration, ça peut être... J'ai pas d'idée. On lui a déjà donné pas d'idée d'ailleurs. Ça peut être sur tout un tas de formes différentes. On a prévu aussi une exposition avec les photos de gens qui ont aussi quelque chose à dire, pourquoi ils sont là, d'où ils viennent, ou qu'est-ce qu'ils aiment à Bourg-en-Bresse, pour ceux qui sont à Bourg-en-Bresse. Donc on va faire des photos et avec un petit texte, un petit mot, et faire une exposition dans les différents sites de Bourg-en-Bresse. On envisage un concert. Ça se fera au cours du mois d'octobre 2026.